1985, Gorbatchev était élu par le Parti communiste pour être à la tête de l'Union soviétique. À partir de cette date, la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique va commencer à se métamorphoser. Les tensions baissent, on dit qu'on est dans la phase finale de la guerre froide. On parle aussi de nouvelles détentes. Ah bon? C'est donc fini la guerre froide? Pas officiellement. L'URSS a tout simplement envie de baisser les tensions car elle commence à se rendre compte de son retard. Hé hé, l'informatique c'est magique. Je peux faire plein de trucs avec ça. L'informatique. Pourquoi j'ai jamais investi là-dedans, moi? Il faut dire aussi qu'en 1983, le programme Guerre des étoiles était enfin annoncé. À partir de maintenant, je vais mettre en place un méga bouclier spatial. Si un pays ennemi me lance une bombe atomique depuis l'espace, son missile sera intercepté avant même d'entrer dans l'atmosphère. Waouh, ça a l'air fou. C'est pour ça qu'avec Gorbatchev, l'URSS veut de suite calmer le jeu. Écoute, États-Unis, se faire la guerre, tout ça, y a pas besoin, redevenons des gens civilisés. Quelle belle preuve d'humilité, j'accepte. En plus, la Chine avait commencé à mettre en place sa libéralisation. Moi, je suis communiste, mais pour devenir un vrai pays communiste, il faut d'abord un peu se libéraliser. Ah bah, si tu le dis. Mais le 28 avril 1986, la Suède s'alarme. Il y a une fuite dans une de mes centrales. On vient de relever une radioactivité anormale. Ah ben non, la centrale va bien. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'il y a quand même de la radioactivité élevée. Bon, les Européens, il y a eu une fuite quelque part sur notre bon vieux continent. Que celui qui est à l'origine se dénonce. URSS, qu'est-ce que tu fais? Bon voilà, j'ai eu un petit problème dans une de mes centrales nucléaires. C'est la fameuse catastrophe de Tchernobyl, soit l'explosion d'un réacteur qui a eu lieu le 26 avril 1986. URSS, on a des satellites, on a vu l'ampleur des dégâts, c'est pas un petit problème. Suite à cette très grave crise, l'URSS en profite pour régler ses problèmes internes. Gorbatchev, trop libéral, n'arrivait pas à mettre en place ses politiques. La catastrophe va le lui permettre. Tout d'abord, il met en place la glasnost, qui est la politique de transparence. Elle permet de mettre à la lumière la catastrophe. Mais elle permet aussi, surtout, d'éviter que la classe politique conservatrice puisse proposer des réformes en secret. La seconde politique est celle de la perestroïka, soit la politique de libéralisation. Là encore, la catastrophe nucléaire permet de remettre en cause l'ancienne politique économique. Maintenant, il faut que ma réforme économique fonctionne. Entre 1986 et 1987, l'URSS et les États-Unis se rencontreront de nombreuses fois pour parler du désarmement. Bon alors, on parle de quoi aujourd'hui? Du démantèlement des charges nucléaires. Mais même si la guerre froide prend fin, il existe encore des conflits qui ont pour origine la guerre froide. Tout d'abord la guerre en Angola, entre le régime communiste soutenu par Cuba et les rebelles soutenus par l'Afrique du Sud. Ensuite, il y a le conflit au Nicaragua, entre le régime communiste et les rebelles. Puis la guerre Iran-Irak. Ces deux conflits ont été liés via le scandale de l'Iran Gate. Des entreprises états-uniennes vendaient des armes à l'Iran, ce qui est totalement illégal pour les États-Unis, l'Iran étant un pays ennemi. L'argent récupéré grâce à la vente d'armes allait aux rebelles anticommunistes au Nicaragua. C'était des financements assez obscurs. Enfin, la plus importante des guerres liées à la guerre froide, la guerre en Afghanistan, qui concerne directement l'Union soviétique. Depuis la fin des années 70, l'URSS occupe l'Afghanistan pour soutenir le régime communiste en pro-guérilla anticommuniste. Le Pakistan, allié des États-Unis, l'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, et les États-Unis eux-mêmes auraient financé la guérilla anticommuniste et en particulier des mouvements djihadistes. On surnomme cette guerre le Vietnam de l'Union soviétique, vu que cette fois-ci, c'était au tour des soviétiques de devoir combattre une guérilla. Ainsi, en 1988, l'URSS commence à retirer ses troupes. Eh bien voilà, on rentre les amis, on rentre au pays. Dis-moi URSS, tu es sûr que je vais réussir à contenir les rebelles tout seul? L'avenir nous le dira. Début 1989, l'Afghanistan est livré à lui-même. C'est ainsi qu'est commence la guerre civile. On a bien fait de dépenser des milliards de dollars pour financer des islamistes et faire fuir les soviétiques. Désormais l'Afghanistan est libre. Mais retournons en Europe où les pays du bloc de l'Est ont entamé leur libéralisation malgré des tentatives de durcissement des régimes. Disons que le premier pays à se démocratiser est la Hongrie, qui autorise la transition vers le multipartisme dès février 1989. En avril de la même année, c'est la Pologne qui s'ouvre au multipartisme. Le Solidarność, célèbre syndicat d'opposition, gagne les élections en juin 1989. La Hongrie, entre-temps, décide de commencer à démanteler sa frontière avec l'Autriche, en mai. Ce qui fait que durant l'été 89, de nombreux Allemands de l'Est vont transiter par cette frontière pour aller en Allemagne de l'Ouest. La frontière sera officiellement ouverte en septembre 89 et encore plus d'Allemands de l'Est quitteront leur pays. Pour contrer ce problème, l'Allemagne de l'Est doit utiliser une stratégie. Vu qu'il est impossible de ne pas faire fuir les habitants, il vaut mieux leur faciliter leur transit dans l'espoir qu'ils reviennent avec moins d'appréhension. Les manifestations monstres ont lieu en Allemagne de l'Est et l'URSS demande à ce que l'armée n'intervienne pas.
Le 23 octobre, l'URSS entame la suppression du pacte de Varsovie. Puis enfin, le 9 novembre 89, le mur de Berlin est officiellement ouvert. On peut considérer cette date comme la fin symbolique de la guerre froide, même si dans les faits, il existe encore des régimes communistes. En décembre, en Europe, ils seront tous abolis. Tchécoslovaquie, Bulgarie, Allemagne de l'Est, en plus de la Hongrie et la Pologne. La Roumanie sera le dernier pays à se démocratiser, le seul via une révolution. Et voilà, la guerre froide, c'est fini. Oui mais non, je continuerai à me battre et ma perestroïka va me relancer. Bien sûr, on y croit. En mars 1990, la Lituanie se déclare indépendante. Puis l'Estonie en fait de même en avril et la Lettonie en mai. Dis donc les petits pays baltes, vous avez vos gouvernements, c'est très bien, mais vous restez dans l'Union soviétique. L'URSS est une union de républiques. Mais depuis qu'il y a des élections libres, ces républiques disposent chacune de leur propre gouvernement. Et elles vont commencer à s'émanciper. En octobre 1990, les deux Allemagnes finissent par fusionner et au même moment, Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à la guerre froide. Bon, c'est bien de recevoir un prix Nobel de la paix, mais pourquoi tout le monde pense que la guerre froide est terminée? Rien n'est encore joué, je vais me relever plus fort que jamais. Toujours en octobre, débute la guerre du Golfe. Les États-Unis créent une grande coalition contre l'Irak, qui vient d'envahir le Koweït. C'est trop bien de faire la guerre une fois la guerre froide terminée, je peux tout faire tout seul. Tout le monde me suit. Et maintenant, je ne compte plus que pour du beurre. Mais le drame va s'accentuer en 1991. Dis-moi Yougoslavie, toi aussi tu as des problèmes d'indépendantisme? Moi, mais j'ai que ça depuis que chaque république a son propre gouvernement. La démocratie, c'était pas une si bonne idée. En juin 1991, même la Russie se déclare indépendante de l'Union soviétique. Attends, mais là c'est pas une demande d'indépendance, c'est carrément un coup d'état. Russie, si tu pars, je ne suis plus rien. La Russie avait pour président Boris Eltsine. L'Union soviétique avait pour président Gorbatchev. Et enfin, il y avait les conservateurs qui n'étaient pas en accord avec les lignes trop libérales de Gorbatchev. En août 1991, les conservateurs décident donc de prendre le pouvoir pendant que Gorbatchev était en vacances. Mais le coup d'État est raté. Gorbatchev retourne au pouvoir, mais avec l'aide d'Eltsine. À partir de là, il y a un partage des fonctions entre l'URSS et la Russie. Mais il était trop tard pour lutter contre les indépendantismes. Dès septembre 1991, l'URSS reconnaît l'indépendance des pays baltes. Eh bien voilà, vous êtes indépendants. Oh, merci URSS! Mais les autres républiques voudront faire de même, ce qui donne lieu aux accords de Minsk le 8 décembre 1991. Eh bien mes chers amis Biélorussie et Ukraine, si on en est là, c'est pour en terminer avec cette union et devenir indépendants. Durant le mois de décembre, les négociations continuent et les pays, tous déclarés indépendants, se mettent d'accord sur le rôle de la Russie. Russie, c'est toi qui deviendras l'héritier de l'URSS. Chouette, je vais récupérer son arsenal nucléaire. L'URSS de Gorbatchev, comprenant la situation, préfère d'elle-même supprimer l'union. Bon bah d'accord, je vois que tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Ça me fait mal au cœur, mais voilà. Amusez-vous bien. Et Russie, je te laisse ma place à l'ONU. Adieu. Le 26 décembre 1991, l'URSS disparaît et laisse sa place à la Russie. Un nouveau monde voit le jour, avec les États-Unis gendarmes du monde. Mais ça, c'est une autre histoire.